Hey, regarde! Voici, maman! Messieurs, à la lumière de la guerre que se livrent les motards, la maison de sondage Somme a posé 3 questions à plus de 1000 personnes cette semaine à travers le Québec. Voici la première. Faites-vous confiance aux policiers pour contrer ce crime? Alors, le résultat est, on peut le dire, peut-être encourageant pour les policiers, puisque les policiers recueillent la confiance de 57 des répondants contre 38 Mais vous allez voir que la population, dans les autres tableaux, là, souhaiterait peut-être d'autres outils de travail pour lutter contre le crime organisé des bandes de motards, notamment une loi anti-mafia dont on va discuter les avantages et les inconvénients ce soir. Vous voyez, 80 des répondants se disent d'accord avec une telle loi. Et puis, à l'autre question, est-ce qu'on doit déclencher ou non une enquête publique? On voit le résultat. 77 des répondants veulent une enquête publique sur le crime organisé, notamment sur les bandes de motards. Alors, on a en studio des personnes qui sont avec nous, des voisins, est-ce qu'on peut dire involontaires, des voisines involontaires des motards. Sylvie, sur la rue Guilford notamment, là, vous avez... voisine immédiate, là, mais tout près quand même. C'est sûr que depuis que, bon, ils se sont installés là, une certaine insécurité. Vu que c'est dans la ville, c'est dans un quartier résidentiel, on s'est posé des questions, mais jusqu'au moment de la bombe, où toutes nos insécurités se sont concrétisées à ce moment-là. Donc, pour moi, bon, vu que ça sautait à côté de chez moi, puis je l'ai subi, cette bombe-là, je fais pas vraiment confiance parce qu'il n'y a pas plus, il y a pas plus après, là. On fait rien de plus, là. On ne vous aide pas, là. Ouais. Puis il y a vos enfants aussi. Oui, moi j'ai des jeunes enfants. C'est pas juste moi, là. C'est mes enfants aussi qui ont été involontairement. Qu'est-ce qu'ils ont subi, vos enfants, comme bien, la peur. Hein? Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas eu de mal, on n'a pas été blessés, sauf que, bon, toute la peur, le stress que ça leur a causé, bon, le soir, comme juste pour les coucher, c'est déjà beaucoup. J'ai échappé quelque chose. Et puis, c'est tout de suite une certaine panique qui s'en passe. C'est quoi? C'est-tu encore... Ils voient le drapeau au coin, puis ils ont peur. Le drapeau des Rockers? Oui. Oui. Puis vous déménagez, là? Vous déménagez, là? J'essaye de partir, mais c'est pas évident. Contrer toutes les lois administratives, puis tout ça. Vous avez un bail? Oui. Donc... Je reste pas dans le même immeuble que eux, je peux rien faire. Donc, je suis prise. Vous n'êtes pas une victime de criminels au sens des lois généralement reconnues, là, comme ça? Bien, moi, je considère que j'ai été une victime de ça. Sauf que, bon, je suis victime aussi du système après, là. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a personne qui peut rien faire contre tout ça, là. Hélène, vous aussi, vous vivez dans ce quartier de Rosemont, là, où la bombe a explosé. Comment vous vivez ça, ce voisinage? Moi, je vais avouer que j'ai appris la semaine avant que la bombe saute qu'il y avait un local de motards, là. Je m'en doutais un peu à cause des caméras, mais c'était pas confirmé. Puis une semaine avant que la bombe saute, un soir, il y a eu la musique très, très forte. Puis je sais qu'il y a un rocker qui avait été arrêté. Là, je l'ai su dans le journal, c'est comme ça. C'est agréable, sur ton journal du matin? C'était drôle parce que ma copine, elle vient chez moi, elle me dit « Ah, c'est tranquille chez Hélène, puis tout. » Puis là, je lui apprends que oui, c'est bien tranquille, mais j'ai un groupe de motards, puis la semaine d'après, jour pour jour, environ même heure, ça saute. Moi, je peux pas dire que jusqu'à date, ils m'ont nui. Mais moi, ce que je reproche, c'est que quand tu vis dans une société, il y a des lois à respecter, puis les lois sont à respecter pour tout le monde. Moi, ce que j'aime pas, c'est la caméra qui épie ma vie privée, parce que ça donne chez moi. La caméra des motards. Des motards. Ouais. Sylvie, qu'est-ce que vous revendiquez des policiers ou des autorités municipales qui se sont agités beaucoup, il faut le dire, cette semaine en particulier à Montréal, le conseil de ville, monsieur le maire, monsieur le conseiller qui est avec nous ce soir... On est prêt à tout essayer là, pour protéger les résidents, mais est-ce que vous vous sentez en confiance? Pas vraiment, parce que malgré que je sais que, bon, eux aussi ont été comme un peu surpris par ça, ce que je regrette là-dedans, c'est qu'ils ont essayé de minimiser la situation. J'ai voulu m'informer pour savoir quelle était comme, bon, parler à l'enquêteur qui a enquêté là-dessus, pour savoir de quelle force a été la déflagration ou pour pouvoir consulter après, puis... On a dit, écoutez, madame, c'est un pétard, là. J'ai
dis, oui, mais un pétard qui s'est fait entendre jusque sur la rive sud. J'étais à côté, moi, fait que ça résonnait fort. C'est comme si, bon, il y en a un qui est arrivé sur les lieux, puis il a dit, bon, écoutez, monsieur le plate, je peux pas être à mon chalet à 11 heures. Mais nous, on nous a refoulés toujours plus loin dans des zones de sécurité, mais on nous a pas dit qu'est-ce qui se passait, puis qu'est-ce qui était pas arrivé. Est-ce qu'on peut trouver des solutions pour les résidents, M. Côté? D'abord, vous êtes un ancien policier, c'est intéressant. Vous êtes recyclé en conseil municipal, vous devez bien comprendre le problème de madame. Absolument. J'ai été en contact avec les voisins dès que j'ai appris l'existence du club de motards à cet endroit-là. Il ne faut pas perdre de vue que la transformation de l'entrepôt s'est faite graduellement. C'est pas du jour au lendemain que l'entrepôt est devenu un bunker. Dès que j'en ai constaté la présence et que j'ai répondu aux appels des citoyens, j'ai fait tout ce qui a été possible avec les règlements municipaux pour contrer cette action-là. Monsieur Gaston, vous êtes à la police de Montréal. Oui, en fait, ça vous concerne. Oui. Impuissance ou pas des forces policières? Parce que ce qu'on décrit, là, un bunker en soi, c'est pas criminel. Bon. Non seulement c'est pas criminel, dans un deuxième temps, il faut se dire que depuis l'installation du premier bunker qu'il y a eu sur la rue Huron, les Rock Machines, dans le district 33, il y a beaucoup d'interventions policières qui ont été faites dans le milieu des motards. Alors, on a déjà mis des dispositifs en place. Ce qu'on ne peut pas empêcher, puis ce qu'on vit présentement, c'est un conflit entre deux groupes. Et avant l'existence du conflit qui était en juillet 1994, il n'y avait pas de problème majeur, il n'y avait pas de problème au niveau de la sécurité. Et suite à ça, c'est sûr que les services policiers, entre autres Montréal, puis on n'est pas le seul, on a mis en place des dispositifs pour être capable de sécuriser les gens dans un premier temps. On a augmenté les patrouilles, mais on ne peut pas empêcher, par exemple, l'explosif qu'il y a eu là, je ne peux pas empêcher qu'il y ait une explosion qui va se produire demain matin, soit dans un véhicule à l'intérieur. Je ne peux pas surveiller tous les véhicules. C'est impossible. Là. Donc, vous êtes un peu impuissant, là. Impuissant par rapport à des actes de vandalisme ou des actes de violence qu'il pourrait y avoir. Oh, madame, veut redire un petit mot, Hélène? Moi, c'est ça. J'aimerais savoir, parce que, bon, eux autres se sont établis là. Ils ont fait un bunker, puis ils n'ont pas demandé de permis, tout ça. Moi, si j'arrive, je me construis une maison, j'ai pas de permis, je m'installe tout comme il faut. La ville se rend compte de ça, vous allez faire quoi? Vous allez m'expulser, vous allez faire démolir ma maison, puis etc., etc. Moi, ce qui me choque, pourquoi on ne fait pas la même chose avec eux autres? Donc, 2 poids, 2 mesures. Ouais. Je veux dire, tu vis en société, tu respectes la loi de la société ou tu en subis les conséquences, rockeuses ou pas? Est-ce que les armes sont égales, M. Côté? Il faut dire que dans la transformation, c'est dans un coin qui est plutôt isolé de la ville. Les inspecteurs n'ont pas passé tous les jours. Les transformations majeures sont à l'intérieur qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Oui, mais on sait qu'est-ce qu'ils font, les bandes de motards. Les services de renseignement, tout ça. C'est ce que vous dites que vous savez tout ce qu'ils font, les motards. Donc, vous saviez que ça s'installait là. La question qui est posée, la ville a agi quand on a constaté qu'il y avait eu des transformations importantes dans l'entrepôt, mais avant que ça se fasse, on ne pouvait pas agir. Dès qu'on s'était pas donné de connaissance, on agit. Mais on parle de règlements municipaux pour des gens qu'on dit les pires criminels, là, les gens les plus dangereux. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion là, entre le constat et oui, et c'est pour ça qu'on demande l'aide de Québec et d'Ottawa. Là, on affronte le crime organisé avec des petits règlements municipaux. C'est vrai que c'est pas le poids du marteau qui compte, c'est le swing du manche. Il en demeure pour moi. C'est la deuxième fois que je vous entends dire ça, je vous avoue. Voulez-vous le swing du manche? On affronte les pires crimes, les pires groupes de crimes organisés avec des moyens du bord. OK. Monsieur Lavigne, vous avez écrit un livre, je ne sais pas si je vais être poursuivi par les Hells Angels pour le présenter à la caméra, parce qu'on ne le trouve plus. Ils l'ont fait retirer les éditions de l'Homme ont été contraintes de le retirer des tablettes. Le clan de la terreur, vous racontez là, 40 ans de vie criminelle. Pour vous, c'est pas, j'imagine, avec des règlements municipaux qu'on s'attaque à des bandes de motards. Non, j'aimerais souligner là, que la bombe a explosé le 17 mars. C'était le 47e anniversaire des Hells Angels au monde. Ça fait 47 ans qu'ils existent, les Hells. Ils vont jamais disparaître. Puis ça, c'est parce qu'au début, les agences policières les pensaient des niaiseux. Ils se pensaient plus élevés que les Hells. C'est des petits gars qui se promènent en moto, puis ils se bagarrent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais probablement 90% des enquêteurs de motards au monde. J'ai visité à des conférences. Et puis... Les enquêteurs, vous dites, là, des policiers, comme là, Casey, là. comme on a ce soir. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est partout en Amérique du Nord, que ça soit en Californie, à Chicago. Les gars, on n'enquête plus les motards. À Toronto, il y a 2 gars qui font des enquêtes de motards. Il y a 5 ans, il y en avait 5. La police provinciale en Ontario, ils ont 1 gars et demi
Il y en avait 6 auparavant. Ce qui se passe, c'est que les motards ont eu un grand succès à convaincre le public qu'ils ne sont pas une menace. Non, ils redorent leur image. Pour vous, c'est un danger. Je vais aller voir M. Ménard, si vous voulez bien, parce que M. Ménard, on vous a interpellé. Corrigeons ça tout de suite. On a 16 enquêteurs à plein temps, simplement à la Sûreté du Québec, sur les motards criminalisés. Ils ont à leur service des équipes de à peu près 1000 enquêteurs, que ce soit sur les crimes contre la personne ou sur les qui peuvent être mobilisés au bon moment. Ils ont diffusé l'information, ils connaissent tous les Hells Angels, tous les motards criminalisés de la province. J'ai vu le catalogue, il y en a moins de 1000 d'ailleurs, qu'il ne faut pas confondre avec les 60 000 motards du Québec, là, hein, qui respectent les lois. Les sportifs. Les sportifs, exactement. Et je veux dire, c'est pas vrai, en tout cas, qu'on n'enquête pas les motards criminalisés. C'est la même chose à la Ville de Montréal, à la GRC. Il y a la coordination entre les 3 corps de police. Si on enquête plus aux États-Unis, je suis qu'au Québec, on les enquête. On les enquête, puis on les connaît. Et puis on les poursuit, puis on les attrape dans des crimes mineurs, puis on est prêt à présenter des preuves contre eux sur sentence éventuellement. Ça se fait seulement depuis le mois d'octobre dernier, ça, n'est-ce pas? Auparavant, il n'y en avait pas beaucoup qui faisaient des enquêtes sur les motards. Alors, on a des policiers ici qui... Moi, je suis en fonction depuis la fin septembre. Alors, on a des gens là, de la GRC, de la Sûreté du Québec, de la CUM, on a même quelqu'un de Sorel. Comme on parlait d'impuissance, partons du plus petit au plus grand. Prenons M. de Sorel, M. Lanigan. Vous, avec vos 30 policiers à Sorel, vous ne pouvez pas faire grand-chose contre les motards à Sorel. Toute seule, combattre le phénomène à grandeur de la province, c'est très impossible. Non, mais chez vous, là, sur votre territoire, on l'a vu en image au début, oui. là. Chez nous, les funérailles de Tiwi-Lapierre, là, vous étiez un peu débordés par les événements. C'est les motards, là, qui faisaient la sécurité, entre guillemets, là, si on peut parler de sécurité. Ça dépend de quel point de vue vous avez ici. Moi, je peux vous dire, cette journée-là, on a travaillé comme on a toujours fait. Vu notre grosseur, on travaille en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec. On est un service, je pense, beaucoup de renseignement. Puis c'est ça qui est très important lorsque vous faites la lutte, soit les bandes criminalisées ou le mafia. Faut savoir ce qui se passe. C'est de l'information. Mais alors nous, ça fait 18 ans qu'on vit avec le problème. Ça fait 18 ans que je peux vous assurer que la Sûreté du Québec est là. Et nous, même on est présentement en train de discuter, j'ai un petit corps de police de 30 hommes, à essayer de dégager un policier à plein temps pour travailler en collaboration avec le groupe d'enquête sur les motards. Vous n'avez pas les moyens de faire ça? Ça va se faire. Ça va se faire. Mais pourquoi avoir attendu 18 ans? C'est que là, c'est une priorité. C'est devenu, là, avec la... Monsieur Arcan de la SQ, vous travaillez donc avec les gens de Sorel, vous avez des enquêteurs, mais le problème reste là. On disait tout à l'heure, le problème grossit des motards. Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord. Les bandes criminalisées de motards, on les travaille, ça fait très longtemps. On a commencé à travailler dans les années 70, à la fin des années 70, quand les premiers Hells Angels ont vu le jour, on était présents, on les a travaillés. Et il faut comprendre, c'est qu'il y a des cycles là, qui se passent au niveau des bandes de motards criminalisés comme au niveau du crime organisé. On vit présentement une guerre au niveau du territoire, là, et ils combattent pour s'accaparer des parties du territoire. Parfois, ça atteint des sommets puis ça rediminue. Présentement, on est dans un des sommets là, qui peut atteindre. Mais on les travaille d'une façon constante. On n'a pas commencé à arrêter des motards à septembre 82. On a arrêté environ 295 relations aux membres des bandes de motards criminels en 1994 sur environ 500 chefs d'accusation. Quel genre de crime, à peu près? Tous les genres de crimes. Ça va des importations de stupéfiants, des complots pour trafic de stupéfiants, des voies de fait graves, des tentatives de meurtre ou n'importe quoi. On en arrête continuellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces groupes-là, ils sont hiérarchisés, structurés, puis ils veulent atteindre des buts bien précis. Fait que nous, on n'a jamais cessé de les enquêter. Mais vous êtes limité. Est-ce que vous êtes limité? On n'est pas limité comme tel. Mais ils sont encore dans la rue. C'est la question qu'on se pose. Ils sont encore dans la rue, ils font encore des millions. Je le disais en présentation, on n'a qu'à entrer dans n'importe quel bar du centre-ville de Montréal ou à peu près. Et puis, la bande de motards a son représentant sur place qui peut nous vendre de la coke ou du hash. Là. Je veux dire, ils sont là. Vous le savez qu'ils sont là. Monsieur... Oui, ils sont là et on en arrête régulièrement, comme M. Arcan disait. Encore dernièrement, il y en a eu de condamnés. Mais il faut penser aussi qu'ils sont organisés. Ils sont organisés au niveau du Québec, mais ils sont aussi organisés au niveau mondial. Et de plus en plus, on voit les motards s'affilier avec d'autres groupes de criminels
qu'ils mettent leur argent ensemble. Et quand on parle d'argent, on parle de millions et de millions de dollars. Je peux dire que nous, on les a suivis. Et puis, lorsqu'il y avait besoin de fonds pour finaliser là, les importations, l'argent circulait assez rapidement. Et elle venait de partout du Québec et elle se dirigeait vers Montréal. Donc, ils sont très puissants à ce niveau-là. On peut dire que vous avez travaillé en particulier au niveau du blanchiment d'argent, de ce fameux faux bureau de change. Donc, vous avez vu des dizaines de millions, cent quelques millions défiler sous vos yeux pendant 4 ans. C'est de l'argent de la drogue, ça. C'est exact. Et on les a vus s'organiser. On les a vus organiser leur importation. Et des importations majeures. On parle des importations de centaines de millions de dollars. Écoute, ici au Québec, la police fait tout ce qu'ils peuvent, puis je les crois, ils font tout ce qu'ils peuvent. Comment que ça se fait? Depuis 1985, lorsque les Hells ont descendu leur propre chapitre, le chapitre North, on a eu 2 ans en cours, toutes sortes de dévilations, une trentaine de Hells en prison. Depuis ce temps-là, ils ont établi un chapitre à Saint-Nicolas, à Trois-Rivières, et maintenant un chapitre nomade. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus du point de vue de la police pour prévenir ça? Parce que les Hells, écoute, ils s'établissent partout au Québec maintenant. Vous me permettez une comparaison? C'est qu'actuellement, on parle des Hells, des motards criminalisés. Je vais même aller par rapport au crime organisé. Actuellement, c'est comme si c'était une partie de cartes dans laquelle que ça a donné de grands résultats. Ça a mis les clans du Dubois à terre. C'est faux. Le clan du Dubois n'a pas été mis à terre par la SECO, a été mis à terre par un délateur du nom de Donald Lavoie. Pour infiltrer ce milieu-là, ça prend des policiers, des moyens, des grands moyens, et d'avoir des moyens de délateurs. Et ce n'est pas avec une commission d'enquête qu'on va neutraliser le groupe de motards. Et encore une fois, je le répète, on dirait qu'il y a des gens qui sortent des nuages, là. Puis moi, ce que je déplore, on a fait une psychose récemment. Il y a des policiers qui se sont servis des médias d'information, de certains médias d'information, pour en faire une psychose de cette affaire-là. Je m'excuse. Qu'on donne aux policiers des moyens, des moyens pour travailler, puis vous allez voir qu'ils vont pouvoir le contrôler comme ils ont contrôlé différents groupes organisés. Vous dites que c'est de la désinformation policière? Moi, je pense qu'à un moment donné, là, il y a eu du coulage dans certains médias pour en faire une grosse histoire de l'affaire des motards. Les motards, ça fait des années que ça existe, ça fait des années que ça se tue entre eux autres. On n'avait pas ce problème-là. Est-ce que vous dites que les policiers, puis je vais leur donner la parole, font ça parce qu'ils veulent avoir plus de moyens, plus d'argent, plus de ressources, de la crise de 70, la crise d'octobre de 70, il y a des policiers qui se sont servis de certains médias, justement, pour avoir des moyens versus les politiciens. Monsieur Arcan, vous voulez réagir, mais avant de vous donner la parole, je vais montrer le communiqué que les motards ont publié à Sherbrooke. Si vous voulez bien, mesdames et messieurs à la maison, on va mettre au tableau des extraits du communiqué. On dit que la guerre des motards est provoquée et alimentée par la SQ. Alors, on ne sait pas trop qui fait de la désinformation. On vous nomme là-dedans, monsieur Arcan. Puis en bas, on dit la SQ contre les cadavres. Pas vraiment de pouvoir, sauf que lorsque, par exemple, un propriétaire essaie de les chasser, automatiquement, il y a un gérant, il y a un grade supérieur qui arrive dans cet établissement-là et qui n'a même pas à menacer personne, puisque les gens connaissent la menace qu'ils représentent. C'est tout simplement, oui, il y a un de mes gars que tu as mis dehors tout à l'heure. Et le gérant, il peut rien faire face à ça parce qu'il veut pas une bombe dans son auto, il veut pas subir de... Il y a un portier qui en a empêché un par erreur à un moment donné de rentrer puis s'est retrouvé le coup un peu disloqué. Et ça, c'est une problématique qu'on voit en dehors de ça. Sur la question de la loi anti-gang, dans un certain sens, je serais prêt à dire que oui, il faut interdire certaines organisations. Et même au niveau des gangs racistes, il y a des gangs criminels aussi. Et dans ce sens-là, je serais d'accord avec ça. Le droit international, il y a des accords internationaux qui disent qu'on devrait justement interdire ces organisations-là. Maintenant, pas une loi anti-gang à tout prix. Il y a une liberté de rassemblement pacifique qui doit rester. Il faut faire attention aussi parce que si on donne seulement à la police le droit d'aller voir si un individu est relié à une gang ou pas, des fois, peut-être qu'on va faire aussi des victimes qui n'appartenaient pas à cette gang-là, qui se sont retrouvées là par hasard. Il faut aussi faire attention. La balance des inconvénients. Et ça peut être dangereux. Et il y a une autre chose aussi sur les services policiers. Je pense qu'il y a toujours existé une certaine compétitivité dans le renseignement policier. Et s'il y a une coalition qui se crée, j'espère justement qu'on ne payera pas 4 fois la même enquête comme ça a été le cas. Monsieur Gascon. Moi, je préciserais que la loi anti-mafia, ce n'est pas absolument le seul outil disponible. C'est un outil supplémentaire qui permettra aux policiers d'arriver à combattre le crime organisé. Monsieur Bélanger, rapidement. Non pas sur la loi sur la mafia, mais sur la commission d'enquête. Oui. Moi, je pense que c'est le crime organisé qui a le plus appris de la SECO. la population a peut-être été informée, mais ceux qui ont le plus appris, c'est le crime organisé. Monsieur Gagnon. Je pense qu'il y a des criminels qui ont atteint un niveau exceptionnel et ça prend une loi exceptionnelle pour les attaquer. Monsieur Côté. Les relèvements municipaux seuls n'arriveront
pas à empêcher la répétition de Guilford. On peut fermer celui-là, il va s'en ouvrir d'autres. C'est ça, Sylvie, vous allez peut-être déménager je vais essayer, là où est le futur repère. J'espère que non, pas 2 fois. Oui. Hélène, vous? Moi, je voudrais dire que ce soit une loi anti-mafia ou qu'est-ce que tu voudras. Je pense que le principal, c'est de commencer à la base, dans les écoles déjà. Commencer avec les futurs criminels en puissance, leur donner des outils pour qu'ils partent d'un bon côté de la vie au lieu de s'en aller dans mauvaise direction. Je pense que c'est ça. C'est sûr que ça n'arrive pas le problème qui est déjà implanté, mais ça va aider pour plus tard. Monsieur Lavigne? On leur donne le maximum. Mom Boucher, qui s'est fait prendre avec un fusil, il a eu 6 mois en prison. Il existe 9 sections dans le code criminel qui peuvent garantir que le gars, il y a au moins 14 ans en prison. C'est vrai que les sentences ne sont pas encore très lourdes. On voyait ça cette semaine dans les journaux encore. Là. On a parlé de la collaboration entre les services de police. Peut-être une comparaison au début des années 80. Donc, sur le vol à main armée, en particulier à cette époque-là, sur les banques, on avait le championnat national. On a fait un commando de travail, mais élargi. Les policiers, les procureurs, les juges et aussi les services correctionnels du Québec et du Canada. Et je pense que si on élargissait la coalition sous le nom d'un commando de travail pendant quelques années, ça pourrait avoir un effet salutaire. Ouais. En commençant par appliquer les lois qu'on a, M. Ménard, on sait bien que les juges peuvent donner ils donnent les sentences qu'ils veulent bien donner. Puis encore cette semaine, on disait des sentences à peu près dérisoires. Avec les libérations conditionnelles, les gens se retrouvent dans la rue au bout de quelques mois. Voilà pourquoi, à mon avis, il faut absolument sensibiliser. Je veux sensibiliser mes policiers au fait que lorsqu'on arrête quelqu'un qui fait partie de manque du crime organisé, on doit immédiatement soumettre au procureur la preuve que l'on a disponible pour établir ces choses-là. On s'apercevrait que ce serait probablement plus facile de le prouver sur sentence que ce le serait à partir d'une loi antimafia. Et à mon avis, c'est ça l'efficacité que je peux donner rapidement. Ouais. Et ensuite de ça, quand ces informations-là sont dans le dossier, c'est évident que ça va le suivre à la commission des libérations conditionnelles. Une chose qu'on doit faire, c'est diffuser l'information aussi sur ces groupes-là. C'est peut-être un des avantages d'une SECO, mais c'est bien compliqué, ça coûte bien cher, c'est bien long, alors qu'on pourrait peut-être le faire beaucoup plus rapidement en diffusant les informations qu'on a. Mais une loi, vous pouvez peut-être quand même continuer à réfléchir là-dessus, c'est ce que vous nous dites? Ça dépend de quelle loi on me présente. Il faut bien comprendre qu'au niveau du gouvernement où je suis, on n'a pas le pouvoir de passer une pareille loi. Actuellement, c'est le gouvernement fédéral. D'accord. Alors, qui nous en écrive une. Mais j'aimerais bien qu'on diffuse quelque chose que l'on sait. Il y a 74 Hells Angels au Québec. C'est pas eux qui opèrent au niveau de la rue. Ils opèrent par intermédiaire, par clubs intermédiaires, dans lesquels on avance, toujours en commettant des crimes importants. On enlève C'est ce qui rend l'infiltration policière extrêmement difficile. Et ceux qu'on retrouve en bas d'un bar, là, je veux dire, ça, c'est des aspirants. Qu'on remplace... Qu'on remplace très rapidement lorsqu'ils se font prendre, ou encore, ça leur permet de monter dans l'organisation. Parce qu'on monte dans l'organisation en faisant de la prison. Monsieur Ménard, je vais vous donner l'information suivante. Il paraît qu'il y a un Rock Machine et puis un Hells Angels au centre François Charon à Québec. Oui, on nous dit dans notre dépêche, la presse canadienne, qu'ils vont les mettre dans des chambres différentes. Alors, voilà où se rend peut-être la guerre des motards. Merci d'avoir été là. On vous invite quand même à poursuivre la réflexion sur ce fléau. Mesdames, Messieurs, je vous laisse en vous invitant à nous rejoindre au 790-0141 ou 1-800-361-4362. La semaine prochaine, un débat référendaire. Avez-vous hâte de voter? Est-ce que ça va être en 95 ou en 96? On le verra bien. Bien malin, c'est qui c'est la date. Bon week-end. Vous savez quoi, la date? Soucourt et son question de la cuisine du bonheur. À 23h, Cinémotion présente L'enfant et le président. Après la pause, Bergerac enquête. Épouse-moi. Voyez Europe 1 en primeur, jeudi à... Elle l'a réclamé. À l'Association canadienne des chefs de police, ça a été demandé. M. Gagnon à la GRC, la Ville de Montréal la demande. M. Gagnon, vous de la GRC, vous la demandé. Alors, M. Gascon d'abord là-dessus. Actuellement, puis sans faire un débat légal, je ne pense pas que ce serait le but de l'émission. Actuellement, tout notre droit est basé sur un droit commun, dans lequel on veut arrêter un individu et on ne s'occupe pas des organisations. Et deuxièmement, toutes les organisations criminelles du crime organisé, c'est pas pour rien qu'il y a juste 74 Hells Angels. Il y a beaucoup de sympathisants qui ne sont pas des membres. On n'est pas capable de rejoindre les têtes.
parce qu'ils font exécuter ça par des sympathisants, par des intermédiaires, par des prospects qui veulent devenir par la suite membres. En quoi une loi vous aiderait? C'est ça qui est important. C'est que la loi va nous permettre de dire ces individus-là, s'ils vivent du crime, là, à ce moment-là, c'est les autres à faire la preuve. Comment se fait-il qu'ils ne travaillent pas et qu'ils sont très riches? Si ces gens-là vivent du crime, ils s'organisent en groupe. Et là, évidemment, vous parlez d'un couple ou autre, mais ça peut être... il y a des critères très précis. La loi est beaucoup plus sévère pour ces gens-là. Et on fait même une clause par rapport à la charte, là, clause non-obstant à la charte des droits, non-obstant, en disant, ces gens-là, on va les exclure. Ces gens-là se sont marginalisés dans la société. Et puis la majorité des gens, on voit le sondage qui a été fait, les gens souhaitent que ces gens-là soient traités comme des marginaux. Un autre argument en faveur de la loi anti-mafia, avant d'aller voir M. Normando là-bas. Là. Je pense que c'est connu de tout le monde qu'il y a des gens qu'on enquête depuis 10, 15 et 20 ans ici. Et puis qu'on n'a jamais réussi réellement à amener à la cour. C'est le paradoxe. Vous savez tout ce qu'ils font, puis vous n'avez pas de preuves, parce que les lois existent pour tout le monde. Il y a une justice, quand même. C'est ça, parce que ça nous prend une preuve ou un acte criminel qui est commis. Et donc, de faire partie d'une organisation qui est criminelle n'est pas un crime. Et c'est peut-être ça que les policiers réclament. Mais vous en avez vraiment besoin, vous, de cette loi à la manière américaine qu'on dit la loi RICO? Je pense que ça prendrait une loi. Lorsqu'on fait face à des organisations puissamment structurées comme les Hells Angels, la difficulté qu'on a, c'est d'avoir des personnes pour témoigner ou des personnes pour porter plainte contre les individus qui font ça. Parce que quand vous allez voir une personne qui est aux soins intensifs, qui se fait battre à coups de pelle, puis qui ne veut pas porter plainte, n'importe quelle loi ne pourra pas rien faire contre ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a des moyens plus efficaces à l'intérieur de quelque chose qu'on peut avoir. On est d'accord avec ça. Je vais aller voir M. Normando. Vous êtes criminologue. Oui, écoutez, la loi RICO, Racketeering, Influence and Corrupt Organization, là, elle existe depuis 1970 aux États-Unis. Il ne faut surtout pas la singulariser comme si on avait une loi semblable au Canada. Ça règle le problème. La solution dans ce dossier-là, on ne l'a pas. Les États-Unis ne l'ont pas. Mais entre ne rien faire ou attendre qu'on aurait un jour la preuve merveilleuse, on ne l'a pas puisqu'ils sont toujours dans les organisations. Moi, je pense que ce qu'on a appris de la loi RICO, là, il y a eu quand même des bilans qui ont été faits récemment, c'est qu'on a attrapé, grâce à cette loi-là, donc, les cadres, ce que j'appelle les cadres intermédiaires du crime organisé. Donc, on n'attrape pas les chefs, effectivement, parce qu'ils ne se promènent pas avec une étiquette sur la tête disant qu'ils appartiennent à telle organisation. Mais ce qui est arrivé, par exemple, à New York, c'est qu'ayant attrapé, donc, des cadres intermédiaires, un certain nombre de ces personnes-là se sont mis, donc, en table, ont accepté de témoigner, et à ce moment-là, donc, un certain nombre de cadres supérieurs ont été attrapés. Ça favorise la délation, c'est ce que vous dites. C'est ça. C'est tout simplement, dans une stratégie polyvalente, on en a mentionné 4 ou 5. Je pense que cette loi anti-mafia, sans mettre tous nos œufs dans le même panier, aurait donc un certain avantage. Okay. Est-ce qu'on a tous les moyens? Est-ce qu'on en a besoin, Maître Bélanger? La loi RICO n'est pas une loi anti-mafia, n'est pas une loi ou qui criminalise l'appartenance à une organisation criminelle. La loi RICO, c'est tout simplement une loi qui Parce qu'il y a eu une bombe dans un quartier résidentiel et je sympathise beaucoup avec... Nous avons Homme du monde, M. Jacques Teasdale, qui est là aussi. Nous avons M. Carl Maillot et Dominique Mani, qui ont fait le tour du monde en voilier, vous le savez déjà, mais là, le volume vient de sortir, avec la petite famille Tour du monde pendant 6 ans. Mais d'abord, une fort jolie chanson tirée du dernier compact de Judy Richards. Le titre de la chanson, c'est pas les papillons, c'est pas les papillons. Mesdames et messieurs, Judy Richards. Judy Richards. Oh! Le coup au ventre m'éclaire dans la tête. Je pars, je reste, j'ai hâte, j'ai peur. Mon cœur éclate, mon souffle s'arrête.
parfum, ça fait mal. Rouler ton veston, ça fait mal. C'est pas les papillons qui dérangent vraiment. C'est les 22 oiseaux qui décollent en même temps. La tête me tourne, je perds mes idées. Je parle à peine de tout et de rien. Je suis cloué au plancher. Quand tu t'approches, c'est pas humain. Entendre dire ton nom, ça fait mal. Le chanter tout bas, ça fait mal. Se laisser mourir, ça fait mal. Et mourir jamais, ça fait mal. C'est pas les papillons qui dérangent vraiment. C'est les 22 oiseaux qui décollent en même temps. Oh, c'est pas les papillons qui dérangent vraiment. C'est les 22 oiseaux qui décollent en même temps. C'est pas les papillons. Ils s'envolent en volant ma voile. Pour t'oublier qui je suis. Je pourrais faire n'importe quoi pour être tout ce que tu veux que je sois. C'est pas les papillons qui dérangent vraiment. C'est les 22 oiseaux qui décollent en même temps. Oh, c'est pas les papillons qui dérangent vraiment. C'est les 22 oiseaux qui décollent en même temps. C'est pas les papillons. Oh, parle-moi, Robert. C'est pas les papillons. Ils s'envolent en me laissant douer. C'est pas les papillons. C'est pas les papillons. Venez vous asseoir. Merci les gars. Merci à Robert Marchand, mon chef orchestre. Bon, ben allez-y, Directeur présentez-les, musical. étant donné qu'ils sont là. Allez-y, Oui, présentez-les mon là. guitariste Robert Marchand. Robert Marchand, mesdames et messieurs. Monsieur Robert Marchand. Bravo. Toute l'orchestre, c'est un band écœurant. Un band super. Je cherchais le mot. Vous voulez pas le répéter sur un band, C'est comment? peut-être pas, je devrais peut-être pas dire écœurant, mais Non. pour moi, ils sont fabuleux. C'est écœurant. La bouche parle Yes. de l'abondance du cœur. Merci beaucoup, les gars. Super. Merci, bande de musiciens. Sound great, sound Comment super. allez-vous? Ça va Bien. très bien, mais sais-tu quoi? Je suis en spectacle, enfin. Je Ça suis fait- à Québec demain. Ça fait combien de temps que vous chantez Oh, au mon Québec Dieu. avec Toulouse, avec tout le monde, avec Jean-Pierre Oh Ferland? mon Dieu, je voudrais pas 20 dire. ans? Ça, 20 je ans? viens de finir une tournée, ça fait pas si longtemps avec Jean-Pierre Ferland, Oui. mais je l'ai faite aussi en 71, 72, 73 peut-être. Ça fait oui. longtemps. Ça fait 20, Mais dans ce 20 temps-là, quelques je années. savais pas du tout qu'est-ce que je disais, par exemple. Je chantais tous les mots, mais qu'est-ce que je disais? Je sais pas. Quand vous êtes arrivé Parlais ici, à peine vous ne français. parliez pas français, Non, mais c'est vous ça, chantiez pas en français, vous disiez Oui. des paroles sans C'est savoir ça, ce que c'est ça ça. voulait dire. Oui, c'est ça. Et là, vous avez rencontré Yvon Deschamps, c'est exactement le gars qu'il fallait pour ce genre. Pour me dire exactement qu'est-ce que je disais. Non, en fait, c'est à cause de lui que j'ai appris le français. Mais c'est la première fois que vous faites un spectacle, solo. Seul, c'est Vous avez commencé autre à Québec. chose. C'est complètement autre chose, là. C'est
c'est pas juste mes chansons, c'est aussi, j'emprunte des chansons des autres auteurs-compositeurs comme Pagliaro, comme Gaston Mandeville, comme Jean-Pierre Ferland d'ailleurs, et Daniel Deschamps, etc. Et je mets tout ça, je fais aussi des monologues. Je pensais pas que ça s'appelait des monologues, même si je suis avec un gars qui en fait depuis pas mal longtemps. J'ai fait des présentations, mais il paraît que je m'en vais assez loin là-dedans. Ça finit par faire des monologues. On me dit que c'est Pierre Légaré qui a écrit vos trucs, alors que dans la famille chez vous... Dans la famille chez vous, il n'y a personne qui a assez de talent pour vous écrire des petits... Non, c'est drôle. Trop cher, hein? Trop proche. Il coûte trop cher, voilà. Merci, c'est bien ça. Mesdames, messieurs, je vous dis, les gens de Québec, il y a encore des spectacles, des supplémentaires demain et samedi. Demain à quel endroit? Samedi, c'est au Petit Champlain, l'ancien Petit Champlain, la maison de la chanson. Et à Montréal, on est au Théâtre Jésus le 20 et le 22. Avril. Donc, je vais être invitée, c'est sûr. Et j'ai autre chose à dire. Je peux-tu dire autre chose? Parce que pour le chaînon, mais c'est parce qu'on est tout le temps en train d'essayer de trouver... Trois femmes, si je suis là ce soir. Alors, si je veux passer un mot, je suis mort. OK. Alors, vite. C'est que... j'essaie tout le temps de ramasser de l'argent pour le chaînon parce que tu sais bien que je suis porte-parole. Alors, ça fait que Maxicolor sont des boutiques de coiffure. Oui. Et Alain Charbonneau, qui est le chef en tête de ça, qui est un coiffeur renommé, il a eu l'idée de faire le spectacle qui est normalement fait pour les coiffeurs, mais là, c'est pour le public. En tout cas, ça va être bien bon. Avec, l'affiche qui est très jolie. Et tous les vêtements seraient par Farouche, de Laurie Widener. D'ailleurs, je suis habillée par Farouche ce soir. Farouche! Oh, alors, Maxicolor et Farouche. Et le 9 avril, c'est un dimanche, on serait à Metropolis, à Beau 5 à 7. Les billets sont 20 $. Tout l'argent va au chaînon. Et quand on est à Laval ou ailleurs, on partage aussi avec d'autres maisons pour femmes en détresse. Et ici, j'ai des billets pour des gens qui sont dans la salle, qui voudraient venir. Alors, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est vraiment très le fun de s'associer avec Maxicolor et avec Farouche. De coiffure et de mode. Et de mode. Voilà. Et de mode. Et on va voir les coiffeurs couper sur place et ça va être bien le fun. Et c'est une bonne cause encore une fois. Je vous remercie, belle grande fille. Mais vous n'allez pas partir parce qu'il y aura une autre chanson. Avec plaisir. Qui va être laquelle? Ça s'appelle Histoire à cacher. Histoire à cacher. Ouais. On passe une pub, mesdames, messieurs. On revient avec la suite tout à l'heure avec ma voisine. On est dans le passage, là, quelques minutes tout à l'heure, et justement, comme est présent dimanche, un spécial assez particulier sur l'état de votre cœur. J'ai dit, on va donner les heures, je pense, à compter de 19h30 jusqu'à 21h30 sur TVA. Et comme elle donne ce spécial-là, on l'a invité, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, madame Claire Lamarche! Oh! J'aurais dû faire une petite course, hein? Oui. Pour voir si j'avais bon cœur. Mais il faut avoir le feu. Oh non, vous parlez d'un autre course. Le feu, je l'ai toujours, moi. Oh, ça, oui, je sais. C'est pas le même qu'on a vu tantôt. Dieu merci. Comment allez-vous, madame Lamarche? Ça va très bien. Moi, je veux bien qu'on parle de l'état du cœur des autres, mais je vais avoir votre état de santé à vous parce que vous nous faites des peurs. Puis, il y a quelques mois, vous deviez être ici, puis vous étiez pas bien, puis on a sauté un tour. J'y suis, là. Je pense que les gens s'inquiètent. On va avoir de vos nouvelles. Bien, d'abord, mon cœur va bien. Ça, je le sais. Votre vie amoureuse aussi. Oui, ben oui. Non, mais étant donné que vous êtes ma voisine et puis que... Je trouve que vous allez loin dans vos questions, moi, Jean. J'écoute Claire Lamarche l'après-midi, puis j'apprends. Non seulement elle est ma voisine de studio, mais elle est ma voisine de salle d'habillage. Oh. Mais vous devriez... Un de ces soirs, mesdames, messieurs, nous allons vous montrer deux loges ici à TVA. La loge de Mme Lamarche et la mienne. Franchement, Jean-Pierre, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup plus de choses dans votre loge que dans la mienne. Je suis sûre. Mais, Mme Lamarche, elles ne font que passer. C'est pas assez grand. Écoutez, c'est grand de même, ma loge. C'est grand de même. Bon, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je suis content de savoir ça. Je voudrais vous dire, au nom de tous les gens qui n'ont pas eu l'occasion de vous rencontrer personnellement en personne, bravo pour votre MétroStar. Vous continuez à gagner, vous, des MétroStars.
Et moi, je vous dis, bravo. Vous n'êtes pas dans la catégorie de Sonia, vous. Alors, vous gagnez des Metrostars, et je vous félicite. C'est très bien. Je veux savoir, avant de parler de l'émission de dimanche, les bons coups que vous avez faits récemment, les bons. Parlez-moi de, je sais pas, là, vous êtes... On a choisi le meilleur mari du Québec la semaine dernière, encore Comment? une fois. J'ai même oui, pas été... Vous n'y étiez pas. Ben non, mais votre femme vous a même pas proposé. C'est elle, après tout, hein, qui le sait. Elle a le point de départ. Alors, on a fait ça la semaine dernière, et il y a pas longtemps aussi, on a fait une émission sur les fugues chez les jeunes, et ça, on est très content de ça. On a probablement... été à l'origine d'un certain nombre de réconciliations. On avait des parents en studio dont la fille, entre autres, était en fugue et qui ne l'avait pas vue depuis une semaine, qui ont fait appel à elle en disant, écoute, on veut au moins savoir si tu es en vie, parce que c'est la question la plus dramatique qu'on se pose. Et la jeune fille nous a téléphoné et a fait savoir avant la fin de l'émission, oui, je vais bien, et je vais vous appeler dès que vous allez rentrer à la maison. Alors, on se dit, c'est bon, ça, de réussir ça. Et on voudrait, l'année prochaine, le refaire et donner encore plus d'ampleur à ça. Et bientôt, jeudi soir prochain, on fait une émission aussi qui revient chaque année, qui s'appelle « Une blonde pour mon père ». Parce qu'il y a des papas qui se séparent, qui divorcent et qui se retrouvent seuls. Ou qui sont mariés et qui... Ah ben là, Jean-Pierre, arrêtez. Non, mais écoutez, si je peux pas être... si je suis pas le meilleur mari, je peux peut-être être le meilleur amant. Essayez-moi quelqu'un. Essayez-moi quelqu'un. Êtes-vous à ce point désespéré? Avant qu'il soit trop tard. Avant qu'elle me saute dessus. Quelle bonne idée! Je suis une femme fidèle, Jean-Pierre. Alors, on a réuni 30 jeunes femmes. On est fait pour s'entendre, Madame Lamarche. Vous avez une job l'année prochaine, vous? On est fait pour s'entendre. Continuons. Oui, alors, on a réuni 30 jeunes femmes disponibles, sympathiques et tout. Oui. Et on en a choisi 10 là-dedans. Et les gens qui ont fait le choix, ce sont les gars et les filles de ces parents-là. Alors, une jeune adolescente de 18 ans venait à un party de filles. Son père. Oui, c'est ça. Et vous allez voir les matchs en studio jeudi soir prochain. Et on est à peu près persuadés qu'il va y avoir des suites. C'est de la dépravation, ça. Non. Vous l'avez fait avec la jolie fille qui vous remplace quelquefois, là. Comment s'appelle la belle grande fille de Daniel? Oui. Daniel, qui est... Oui. Daniel Rainville qui vous remplace. Oui, un blind date. Vous l'avez comme ça. On aime ça, faire ça. Dimanche, il y a un petit spécial sur votre cœur. Et moi, dans ma documentation, j'avais ceci. Comment les gens ont pu se procurer ce truc-là, madame? Dans la circulaire Provigo. Et si jamais ils ne sont pas capables de se procurer la circulaire Provigo et qu'ils veulent quand même faire le test dimanche, le test Avez-vous bon cœur, ils prennent un papier, un crayon et on va donner toutes les façons de se regarder, finalement, de regarder comment on vit et d'arriver à des résultats à la fin qui peuvent nous permettre de savoir si, oui, on a un bon cœur et si... J'ai buté sur une ou deux questions. Ah, comme? 8-3. Vous fumez... Vous avez 0 là-dessus. Oui, vous fumez et vous prenez la pilule anticonceptionnelle. Puis là, j'ai mis 0. Là, moi, j'ai dit, je savais pas quoi faire, là. Mais j'ai un grand total de 8. Alors, si j'écoute... Ça va bien, votre affaire. Ça va bien, votre affaire. Il y a quelques-unes qui ont parlé? Oh, mon cœur! Oui. Mon cœur! Oui. Mais et quand le cœur va bien, Jean-Pierre, le reste, jamais je croirais. Est-ce que c'est vraiment relié? Ben, le cœur, c'est le gros moteur. Et l'autre, c'est le petit moteur. C'est vous qui le dites. Monsieur Maillot dit, hey, Monsieur Maillot qui s'en vient, qui fait des photos de loin, il dit, c'est le moteur auxiliaire. Au bedon l'annexe, au bedon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les gens regardent l'émission dimanche. Oui. Et puis? À 7h30. Ben, vendez-moi ça. Pourquoi je regarderais ça? Alors qu'il fait beau, puis je pourrais aller au sucre, puis... Ben, parce que vous allez voir d'abord plein de gens que vous aimez, que vous connaissez, qui vont faire le test en même temps que vous. Ben, entre autres, on va être dans le salon ou dans le boudoir de Marie Tifo et Pierre Curzi. Et ils vont en même temps que nous remplir ce test-là. Et on va parler à des gens qui font de l'exercice, qui aiment ça en faire. Michel Bergeron va être avec nous, des gens qui, à un moment donné, ont eu des problèmes de cœur, bien sûr, et qui se sont réajustés. Et en même temps, on va avoir de l'information aussi, parce que ça préoccupe tout le monde. Et il faut savoir que
fameux cholestérol, l'exercice, le stress, le tabac. C'est dimanche à 19h30 sur tout TVA. J'aurais voulu avoir des nouvelles de votre bébé qui est en Grande-Bretagne. Mon grand bébé? Votre bébé, votre fille. 24 elle ans. n'est pas en fugue, mais juste en Grande-Bretagne. Elle a 24 ans. Oui, elle oui, est majeure oui, un peu. majeure, un peu. et puis, oui. Et est-ce que je peux vous demander ce qu'elle fait en Grande-Bretagne? Elle fait toutes sortes de choses. Exemple? Ben, exemple, la dernière fois qu'elle m'a parlé, ouais. elle travaillait dans un pub. Un bar? Elle était barmaid ou danseuse ou quoi? Non, 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 elle servait aux tables avec une grande robe longue qui va jusque-là. On pense c'est des Anglais. Il y a des robes longues jusque-là. Mais... Il doit relever de temps en temps parce qu'ils sont 40 millions là-bas, quelque chose comme 50 millions. Mais de toute façon, elle est fidèle, elle aussi, et elle est en amour avec un Russe. Fidèle, elle aussi. Ben oui. Oui? Ben oui. Ça le fait rire. Vous la féliciterez pour moi. Nous allons... Mais je voudrais pas que vous partiez, non, mais, madame. Écoutez, puisque ça vous intéresse, Jean-Pierre, bon, vous aimez tellement ça qu'on parle de fidélité ou d'infidélité. Non, parce que je cherche ça, moi, depuis tellement longtemps. Dans pas grand temps, là, on fait une émission qui s'intitule « Les femmes de 40 ans peuvent aussi être piquées par le démon du midi ». Je comprends. C'est rien que ça. Ah, vous le saviez, Ben, vous? c'est rien que ça. Ah, c'est rien que ça à vous en 40 avez ans. eu des preuves. Ah, je suis obligé de barrer ma porte, madame. Et la porte de ma loge... Mais ça semblait aussi. Juste à côté, parce que la voisine est épouvantable. Partez pas de rumeur. Vous n'allez pas partir parce que vous allez chanter une chanson de Gilbert Bécaud avec moi. Si je suis capable. Seulement, Laquelle? on va trouver une. Prenez des risques. Publicité, madame, mesdames, messieurs, publicité, on va bien classer dans 2 minutes. Pour réserver une place, par exemple, demain, il y a Véronique Cloutier, il y a Bob Harrison, il y a Alain Dagenet, il y a Régent Tremblay, et puis la semaine prochaine, Daniel Lavoie, Serge Lama. J'ai Serge Lama, pis tu l'as pas. Oui, oui. Je pourrais revenir, par exemple. Vraiment. Claude Jasmin et ainsi de suite. Et à ne pas manquer demain sur TVA Star Plus avec la belle Patricia Paquin à 19h30. Et puis, si vous voulez aller voir Gilbert Bécaud, vous allez regarder et écouter attentivement ce qui suit. Regardez bien. Et puis ensuite, c'est le choc. Voyez Bécaud en concert au Théâtre Capitole à Québec du 24 au 28 mai et au Théâtre Saint-Denis à Montréal les 31 mai et 1er juin prochains. Et maintenant, que vais-je faire? Septembre. Mais surtout, participez à la promotion Coallier Chante Bécaud. À gagner 3 superbes forfaits au Théâtre Capitole, comprenant le transport en avion aller-retour à Québec, une paire de billets pour le dîner-spectacle de Gilbert Bécaud, une nuit au magnifique hôtel du théâtre et un petit déjeuner au restaurante Il Teatro. De plus, les croisières Navimax vous offrent une soirée romantique pour 4 personnes à bord du paquebot d'un soir au départ de Montréal ou de Québec, le tout d'une valeur approximative de 3 200 $. Une collaboration de l'Hôtel du Théâtre Capitole et du restaurante Il Teatro. Et voici Coallier chante Bécaud. Là, il s'agit, mesdames, messieurs, de trouver le titre. Et puis, on a besoin d'un coup de main. Vous allez nous donner un coup de main. Vous connaissez la chanson? Monsieur Saint-Onge. La chanter, ça danse, c'est comme un dimanche. On va s'amuser. Et sonnent les cloches, et sonnent la noce. Ils sont mariés. Oh! Mesdames, messieurs, vous écrivez le titre sur une carte postale et vous adressez votre carte postale à l'adresse qui paraît à l'écran. Tipit Chante Bécaud, là, Coallier Chante Bécaud, émission Ad Libre, casier postal 1200, succursale C, Montréal, Québec, H2L 4K6, H2L 4K6. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance, mesdames, messieurs, bonne chance. Merci beaucoup. Merci d'avoir chanté avec nous. On n'a pas dansé. Oh, il faut qu'on danse. Ah, mais écoutez, on va danser 2 secondes. Non, non, mais... Mais on a de l'ouvrage. Mesdames, messieurs, il y a un peu plus d'un an, et j'ai vu ça à l'émission de Mme Lamarche aussi, il y a un peu plus d'un an, nous recevions à cette émission quelques membres de la famille Karl Maillot et Dominique Mani, famille qui a navigué autour du monde pendant 6 ans avec les 4 enfants. Vient de paraître la première partie de leur récit d'aventure. La Vlimeuse autour du monde, mesdames, messieurs, ils sont avec nous ce soir, enfin, le papa et la maman, Karl Maillot et Dominique Mani. Que voici!
Très bien. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer à travers ça. Et je reviens exactement à ce que je vous ai dit il y a peut-être 1 an et demi ou il y a 2 ans quand on s'est dit, diable qu'il faut s'aimer pour vivre à 6. Bien sûr, c'est un grand bateau, 50 pieds. Mais quelle belle histoire d'amour entre vous et votre famille, hein, c'est incroyable. Je vais vous dire une chose, c'est sûr qu'on s'aimait beaucoup pour vivre sur un bateau comme ça. Je pense que d'avoir fait le livre à 2, là, fallait qu'on s'aime encore plus. À cause de... D'écrire ensemble, là, c'était un autre... C'était quelque chose d'assez spécial, hein, parce qu'on se lit, on se critique, tout ça. Finalement, c'était un autre voyage. Effectivement, vous écrivez un chapitre et Carl écrit un chapitre. Oui, puis là, il me le fait lire, puis moi, je fais lire le mien, puis il dit, c'est pas bon. Vous n'avez pas eu envie d'en sacrer un ou l'autre par-dessus bord à un moment donné? Souvent. De la famille, oui. Et qu'est-ce qui vous a retenu? Non, peut-être les enfants plus que... Les enfants avaient envie de sacrer papa et maman par vos requins? C'est quelque chose, ça. Comment se passe l'adaptation, le retour? Les petits-enfants qui retournent à l'école, puis vous qui... Oui, ça se passe trop bien. Ça veut dire? Ben, c'est-à-dire que notre famille... enfin, on était si unis sur le bateau, et là, dès qu'on touche terre, ben, chacun prend des directions différentes, a des intérêts nouveaux. Et la famille, malheureusement, bon, c'est normal aussi, la famille retrouve un autre rythme de vie, et... on y pense à ces belles années où on était donc 24 heures par jour ensemble. C'est toujours un petit peu dommage, mais c'est la vie. Mais en écrivant le livre, on aurait vécu ça. On aurait fait le voyage, en somme, 3 ans, là, puisque... Mais c'est une partie, hein, parce qu'il y a la suite, c'est la première partie. J'aimerais que vous, parce qu'on a déjà parlé quel endroit vous êtes allé, ainsi de suite. J'aimerais que vous me racontiez les moments les plus exaltants, les plus valorisants, les moments là, que vous avez vécus qui sont extraordinaires. Ben, écoutez, le retour a été quand même quelque chose. Après 6 ans, le Québec a été et est encore une des belles escales. Vous allez me demander sûrement, enfin, vous me l'avez demandé, comment est le retour. Ça se passe bien, ça se passe trop bien. C'est sûr qu'à faire le livre, on aurait vécu tout ça. Maintenant... je dirais qu'il y a quand même, en mer, là, on est revenu, là, mais pour parler du voyage, il y en a des fois qui s'attendent à ce qu'il y ait des choses extraordinaires qui nous arrivent, qui me disent, je sais pas, c'est tellement spécial, est-ce que vous avez vu quelque chose qu'on peut pas s'attendre, qu'on pourrait pas vivre sur Terre? Moi, souvent, je me dis que les plus beaux moments que j'ai passés sur ce bateau-là, souvent, c'est pas parce qu'on a vu des dinosaures ou des monstres marins. C'était le plaisir de certaines nuits en mer où là, on avance, on est vraiment au milieu, on est à 1000 milles de toute île, que ce soit en avant, en arrière. Et là, on a tous ceux qu'on aime, finalement, avec nous sur le bateau. Et il y a des nuits qui sont merveilleuses. On avance doucement, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Et c'est pas important. L'important, c'est d'être toute cette petite gang-là ensemble et naviguer. Est-ce que vous considérez chanceux qu'il ne soit rien arrivé de fâcheux, de majeur, comme par exemple des pirates, comme par exemple un bris majeur du bateau, comme par exemple un petit cul qui passe par-dessus bord, ou je sais pas moi. Oui, effectivement. Vous êtes chanceux, parce que ça se passe pas de même partout. On a eu une bonne étoile, on a eu une bonne étoile. Tout aurait pu arriver. D'ailleurs, on l'a vu récemment, il y a une autre famille québécoise là, qui s'est échouée en Afrique du Sud. C'est des gens qu'on connaît, on sympathise beaucoup. On connaît le coin, on a passé là. On connaît les dangers là, qui nous guettent un peu partout sur la mer. Mais pour toutes sortes de raisons, ça s'est bien passé dans notre cas. Dans le volume, il y a des photos, puis je voudrais qu'on montre des photos, puis vous décrirez au fur et à mesure que les photos vont passer. À quel moment on en était. Alors ça a été... c'est la mésaventure, ça commence mal. C'est le premier échouage, le premier échouage du bateau avant même qu'on le mette à l'eau. Ça s'est passé sur l'autoroute 30 entre Boucherville et Sarrel. On a échappé le bateau en le remorquant. On échappé le bateau. Et ça, c'est les jumelles. Ça, c'est les jumelles. Alors ça, c'est l'équipage, les dernières recrues, là, juste après qu'on mette le bateau à l'eau.
On a eu beaucoup de plaisir, je dois dire, à faire notre apprentissage dans le golfe Saint-Laurent. Là, bon, là, il fait beau, ils sont sur le pont, tout va bien, mais il y a des fois là, que ça c'est pris du haut du mât, ça, c'est quand on s'amusait à grimper en haut du mât, en pleine mer. Oui, dans une des plus belles traversées au monde, celle des Alizés, c'est-à-dire entre les Canaries et les Antilles, par vent portant, belle journée. Ah, ça, c'est les enfants qui se baignent avec les dauphins, c'est ça? Alors, oui. Les otaries. Les otaries. Les otaries des Galapagos. Ouais. Moi, la différence entre un dauphin et un otarie, ça, je sais pas, là. C'est un gars de la ville. J'ai passé une semaine sur un bateau, puis c'est assez, puis je connais la gondole du parc La Fontaine. Et ça, qu'est-ce que c'est? Vous êtes dans quel coin du monde, là? On est près de Tahiti, là. Et on a passé des mois à se baigner dans les eaux, dans les piscines naturelles comme ça. Vous dites, j'ai pris des notes, il y a 350 pages. Vous dites, à un moment donné, j'ai écrit ça, se quitter en bon terme, ça n'arrive pas souvent sur les bateaux. Avec... Parlez-moi de la famille. Non, pas la famille. Les étrangers? Les étrangers. Oui. Ouais. Parce que peut-être que je pense que c'est les familles qui s'en sortent le mieux au niveau des équipages. Parce qu'une famille veut pas, ça doit avoir des tensions. C'est de la dictature. Wow. Oui. C'est-à-dire que, bon, c'est romancé un peu dans un livre. Écoutez, on n'était que 2 hommes avec 4 femmes. Il fallait s'imposer un peu, quoi. Vous allez lire tous les détails, enfin, une partie, parce que c'est la première partie. Il y aura une suite à ça. C'est ça. Ouais. Et vous allez être à 2 ou 3 librairies en fin de semaine dans la région de Montréal. Voulez-vous donner les... 2 séances de signature. La première, donc, le 31 mars. Ben, demain. Demain, entre... à la librairie à lire, Place Longueuil, de 6h30 à 8h30. D'accord. Et le lendemain... Samedi après-midi. Samedi après-midi, chez Champigny, sur la rue Saint-Denis. Entre 2 et 4 heures. Entre 2 et 4 heures. Avez envie de repartir? Oh, c'est sûr. Puis les enfants aussi? Oui. Mais pas, je veux dire, avec leur chum, avec leur blonde. Mais pas 6 ans non plus. Donc, là, on va être un gros équipage. Mais là, on va faire de la course, là, je pense. J'ai une dernière question. Je vais avoir votre recette du gâteau aux plumes avec une tasse de marijuana hachée. Je comprends que ça se passe bien 6 ans Saint-Vallier. La recette, c'est ça, la vedette, tu sais. Gâteau aux plumes avec une tasse de marijuana hachée. Vous lirez ça là-dedans, mesdames, messieurs, la vlimeuse autour du monde. Merci, Dominique. Merci, M. Écart. Félicitez, mesdames. L'Estrie a décidé de prendre les grands moyens pour que ses citoyens âgés ne soient plus victimes d'abus de la part, par exemple, d'un membre de la famille. L'Association québécoise des droits des personnes retraitées et le Conseil régional de l'âge d'or ont annoncé la mise sur pied d'un projet qui vise à sensibiliser la population à cette triste réalité. Une campagne d'information rendue possible grâce à une subvention du ministère fédéral de la Santé. Un répertoire de ressources disponibles sera distribué. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous avez suivi des cours de japonais, des cours... Je sais que vous êtes un homme extrêmement cultivé. Vous vous penchez sur d'autres civilisations et ainsi de suite. Et j'aimerais que vous saluiez les gens de Hawkesbury, Grenville, qui sont là, et les 262 autres téléspectateurs que nous avons ce soir. J'aimerais bien que vous les saluiez en japonais. Pourriez-vous le faire? Ohayou gozaimasu. Ben là, c'est le soir. Non, c'est le matin au Japon, là, je veux dire, je pense que... Konbanwa, voilà. Pourquoi vous vous êtes intéressé à l'écriture japonaise? Parce que j'ai toujours aimé les personnages de Kurosawa et de Kobayashi, mais j'étais allé au Japon travailler pour la bière là-bas à l'époque, mais il y avait eu un problème dans une cuve et lorsque nous étions revenus, déjà, ce problème-là avait créé certains problèmes à un point tel que la bière avait perdu beaucoup de clientèle. Mais j'étais resté là trois semaines au Japon et j'avais commencé, c'était un peu avant Osaka, j'avais déjà des amis qui travaillaient pour le gouvernement canadien et qui s'y dirigeaient. Et j'avais commencé à prendre des cours, simplement, comme quand on voyage, avoir la politesse de dire bonjour, merci, etc. Pour les geishas? Non, pas du tout. Non. Et non, l'avantage de voyager, d'ailleurs, c'est de se retrouver comme un étranger. C'est important. Si tout le monde voyageait, ce sentiment d'être étranger nous permet de revenir à des bases tout à fait... de retrouver des qualités humaines de base, ce qui fait que je pense ça nous permet d'être Dominique plus tolérant. Et quand Antoine, mon fils, a décidé a décidé
d'essayer le japonais, etc. Je me suis permis de l'accompagner et j'ai retrouvé avec plaisir le début d'apprentissage de cette langue. C'est assez fascinant comme langue. D'ailleurs, c'est une langue où il y a des mots portugais, d'ailleurs. Dans le japonais, il y a des mots Oui, portugais. parce que les Portugais sont arrivés là au Japon les premiers, puis ensuite l'anglais. Par exemple, le nouveau japonais, il y a des choses très drôles, comme une automobile que l'on loue, c'est un mot japonais maintenant, ils assimilent tout, c'est rentaka. C'est rent a car. Mais ce mot-là, ils l'ont assimilé, digéré, un peu comme draveur en français. Ici, en québécois, on dit les draveurs, mais nos maîtres draveurs, le draveur vient du mot driver. OK? Celui qui dirigeait les bio, celui qui les dirigeait, la pitoune, c'était le driver, mais le français, en québécois, on a digéré ce mot-là, il est devenu draveur, qui est essentiellement un mot français. Et en japonais, il y a beaucoup de mots d'inspiration anglaise et aussi portugaise. C'est grâce aux Portugais, d'ailleurs, si on parle de cuisine, qui ont apporté cette science de la pâte, qui fait maintenant les tempura au Japon. Il salive quand tu parles de nourriture. Mais je voudrais prendre 30 secondes, les 30 secondes qui nous restent, pour parler brièvement. Apparemment, vous faites apostropher dans la rue parce que le personnage que M. Fournier a dessiné pour vous est un petit peu spécial. Bien, c'est-à-dire que c'est sûr que lorsqu'on fait son Provigo, par exemple, même Madame la caissière fait « On sait bien maintenant ». C'est sûr que c'est toujours... Mais c'est un personnage qui est beau, mais qui est un peu ambivalent, qui est un peu naïf, comme dirait Roger Joubert. Il est un peu irresponsable, oublier que sa chum de fille est enceinte depuis 8 mois et partir comme ça et ne revenir que 15 ans après. Il faut quand même le faire, mais il est prêt à admettre ses torts. C'est un personnage qui est douloureux, il y a une certaine tristesse chez lui. Puis c'est intéressant à jouer. Et vous êtes heureux dans la peau de ce personnage. C'est sûr. Oui. Il faut les aimer, les personnages que l'on joue. Parce que si on les aime pas, on les joue moins bien. Aussi, oui, c'est ça. Exact. Tout à fait. Merci beaucoup, M. Teasdale. Ça fait plaisir de vous voir. On vous a pas entendu rire, mais ça va venir. Ça y est! Mesdames, messieurs, une autre chanson tirée de l'album du compact de Judy Richards, Histoire à cacher, Judy Richards. Oh! La santé est bonne, le travail va bien. Mais j'étouffe doucement dans le quotidien. Je veux menacer ma tranquillité. Mettre le feu quelque part, je veux dérailler. Je veux pas m'expliquer ni être pardonné. Je suis pas malade, pas besoin de pitié. J'ai les mains liées, j'ai le cœur vidé et mon corps s'ennuie. Je veux m'éclater. Je veux vivre une histoire à cacher. Je veux vivre une histoire à cacher. J'entends la musique en dedans ça clique. Je suis attiré par de belles épaules, une gueule aux yeux foncés. Pas besoin de contact, c'est le cœur qui claque et je le suivrai où il veut aller. Je veux pas me redresser ni être corrigé. Je suis pas toute seule à vouloir me sauver. J'ai les traits tirés, j'ai les lèvres fanées et mon corps s'ennuie. Je veux m'éclater. Je veux vivre une histoire à cacher. Je veux vivre une histoire à cacher. Où tu as vu cet homme? Où je voudrais l'aimer comme les premiers baisers qu'on donne. Faire la fête, sa conquête. Les rêves clandestins me tiennent en vie. Est-ce que j'ai le droit de faire une folie?
un tiroir abordé dans ma mémoire. Je veux vivre une histoire à cacher, cacher. Oh, oh, Du lait et des biscuits, les enfants? Biscuits, lait, ça prend du quick. Avec du quick. Maman! J'arrive! Oui, c'est drôle, en chocolat. Vous connaissez la nouvelle? Le film Le Roi Lion. Merci beaucoup. Et puis, il y a de belles chansons là-dessus. Allez la voir à Québec. À la Maison de la chanson demain, donc vendredi et samedi, et au 20 et 22 au Théâtre Jésus, ici à Montréal. Et puis, votre défilé Et de... le défilé de mode, c'est le 9 avril à Métropolis, puis on est aussi le 30 avril à Longueuil. Le 7 mai, on est à Laval. Alors, je te dis qu'on est partout. Alors, suivez l'affiche, puis venez nous voir pour le chien. 6 ans en mer, 6 ans à faire le tour du monde avec Yvon Deschamps, c'est un bateau. Un sous-marin, tiens, un sous-marin. 6 ans dans un sous-marin. Merci beaucoup, Judy. Merci beaucoup, je vous remercie, ça m'a fait plaisir de vous voir, M. Teasdale. L'orpailleur se porte bien? L'orpailleur se porte bien, puis gardons le mot chaînon près de notre cœur, s'il vous plaît, c'est très important. Oh, merci beaucoup, M. Teasdale. Merci infiniment. Et vous l'attrapez entre quatre yeux sur tout TVA. Merci infiniment. Je vous remercie. Dimanche, 19h30, oui. Le gros moteur, oui. Le cœur, Le gros moteur. pas la petite annexe. On va sortir nos rames, madame. Et puis aussi sur semaine à 4h, 4h30, 4h. Et puis le jeudi, comme ce soir avant nous. Merci infiniment d'avoir pris le temps. J'en prie. Karl Maillot et Dominique Barrez Mani. votre porte, Jean-Pierre. Continuez. Et pour vous, elle est toujours grande ouverte, madame. Karl Maillot, Dominique Mani, la vlimeuse. Il y a des signatures de volume. Et on sera là avec toute la famille. Oui. Hein. Toute la famille va être là. Ils ont participé dans le livre aussi. Hein. Ouais. Les enfants ont écrit et tout ça. Et puis donc, ils vont être là demain donc à la place Longueuil. Et puis samedi, Champigny sur Saint-Denis. Merci infiniment. Au revoir, mesdames et messieurs. À demain, 22h. Région Tremblay, Alain Desmarais, Bob Harrison. Louis Cloutier. Dimanche, en direct, Claire Lamarche vous offre une histoire de cœur qui vous touche de près. Passez le test. Avez-vous bon cœur? Un rendez-vous avec des spécialistes du cœur. Procurez-vous votre test Avez-vous bon cœur dans la circulaire Provigo de cette semaine. Avez-vous bon cœur dimanche 19h30 à TVA. Une présentation de la Banque nationale Bessal et Provigo. Le Canada accepte de prolonger le mandat de ses casques bleus dans l'ex-Yougoslavie. Un casino à Kanesatake, il n'y en aura pas s'il n'en tient qu'à Serge Ménard. Québec veut améliorer le transport dans la région de Montréal et sa presse. Les villes aussi devront s'y mettre. Et encyclique de Jean-Paul II, l'avortement, l'euthanasie, la peine de mort, c'est non.